Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Ballon avec un plateau spécial Barreau de Marseille aujourd'hui. Et oui, nous avons deux grands de Paris là. On ne peut pas le dire, Gérard Blanc, il commence bien l'émission. Monsieur Blanc, venez me voir. Monsieur Blanc, allez hop, dehors. Voilà, ça commence bien. Donc avec mes trois nouveaux invités, est-ce que ça tient? On va y arriver. Voilà. Maître Alain Lotte. Bonsoir Alain. Bonsoir Omar, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, toujours un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Plaisir de voir tes tacles sur Twitter, tu vas nous en parler. Des tacles un peu à la Dimeco, hein. On essaye d'observer l'actualité avec un peu de lucidité, mon cher Omar. Et en ce moment, elle est tendue. Elle est riche. Bon, il a pris un carton, mais peut-être qu'en commission, on va lui faire lever le carton. Hein. Ah, Gérard Blanc. Il m'arrive de prendre quelques cartons. Salut Omar. Donc Gérard, je te remercie d'être là puisque tu remplaces comme Sidney Govou à la Coupe du Monde 2002. C'est ça. Qui avait remplacé Djibril Cissé qui s'était fendu la cheville. Tu remplaces. C'est ça. Au pied levé, ma députée, Alexandra Blanc qui s'est excusée. Alexandra Louis, on n'est pas encore mariés. À côté de toi, Jean-Paul Fertener, personnage incontournable du football provençal et du Burel FC. Bonsoir. Bonsoir Omar, bonsoir les auditeurs. On dit FC Barcelone, mais on dit Burel FC. Et je remercie Jean-Paul qui nous a amené ce super fanion et qui a amené pour chacun des invités pour le plateau. Il est magnifique. Alors avant de démarrer cette émission, je voulais rendre hommage à un supporter qui s'appelle Thomas Fernandez qui habite dans les Ardennes. Pourquoi? Parce qu'il aime beaucoup l'émission et il nous a fait cadeau ce beau maillot. Bon, c'est le maillot de Riyad Mahrez, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et voilà, donc je le montre. Thomas, big up à toi, merci beaucoup. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Cliquez, likez, Parlons Ballon, Boom Media. Voilà, c'est gratuit. Et question football, vous ne serez pas déçus. Alors messieurs, on va démarrer par l'actu de l'Olympique de Marseille. On arrive presque à la trêve et on est deuxième. Est-ce que Alain, c'est un accident, c'est mérité ou est-ce que c'est inespéré? Inespéré peut-être pas, début en tout cas encourageant, puisque cette équipe avait fini la saison précédente dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Maintenant, il faudra voir un petit peu sur la durée. Il semblerait que ce qui est important dans le football, c'est-à-dire l'âme d'une équipe, soit peut-être en train de naître. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Il faut voir, mon cher Omar, comment, après la trêve, les choses évolueront. Mais on pourrait dire que tout ça, à mon avis, va dans le bon sens. Le public a l'air de prendre du plaisir. Les joueurs ne ménagent pas leurs efforts. Et peut-être que ce nouvel entraîneur sera peut-être l'hirondelle, mais celle-là fera certainement le printemps. En tout cas, c'est le souhait de tous les Marseillais, même ceux qui ne sont pas passionnés par le football, parce que chacun sait qu'à Marseille, le football, c'est une religion. C'est la causerie, ça va, Jean. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. C'est pas du AVB, mais pas loin. C'est du AL, Alain Lotte. Gérard, je rappelle que toi, tu es, en plus d'être avocat, en plus d'être référent, tu nous en parleras tout à l'heure, coordinateur de la République en marche Marseille, tu es un fervent supporter puisque tu es abonné en tribune gagnée. Oui. Alors, ton analyse de cette première partie de saison olympienne? On pouvait s'attendre à pire parce qu'en fait, on fait une saison avec l'année dernière, une équipe dont on se disait qu'il y avait des manques. Et les manques, quand on voit les achats qu'on fait au mercato, c'est pas forcément là qu'on va investir nécessairement en premier. Et il manque encore joueurs de couloir derrière, etc. On achète quand même 3 bons achats. Il faut rappeler quand même qu'il y a le fair play financier. C'est vrai. On est un peu... C'est vrai, mais bon, je pense que par exemple un joueur de couloir, ça faisait partie des priorités. Ça n'a pas été forcément, on n'est pas allé cibler ça au départ. On commence la saison avec Amavi qui est en train de renaître aujourd'hui, là, c'est un miracle. Il revient bien. Il a dû passer, on va en parler de Jordan. Il a dû passer par Lourdes parce que là, il est revenu. Visiblement, il a des jambes nouvelles, une tête nouvelle, une volonté nouvelle. Mais on fait des achats dont on peut douter et on voit une équipe qui se transforme avec une vraie ossature qui se construit, une ligne avec Benedetto devant bien sûr, mais même milieu de terrain, Rongier, Mandanda qui revient transformer lui aussi de Merano. Je pense que moi aussi je vais aller faire un tour.
Voilà, on a vraiment quelque chose qui s'est construit. Et derrière, ce que disait très justement Alain, je pense que l'âme dans une équipe, c'est essentiel. Le vestiaire, je ne suis pas dans le vestiaire de l'OM, mais j'ai l'impression que l'année dernière, il y avait quelque chose qui s'était cassé avec Garcia, ou même qui s'était d'ailleurs jamais construit. Et aujourd'hui, on voit quelque chose de différent. Ça me fait penser un petit peu à beaucoup de gens qui comparent Bielsa, etc. Bon, j'ai vu des comparatifs en termes de résultats. Je crois plutôt Bielsa, dans la façon de... Ça avait mal fini, Bielsa. Ouais, mais peut-être parce que c'est un système qui est très exigeant et que quand il n'y a pas de banc et que tu joues comme si tu devais mourir à chaque fin de match avec un banc où il n'y a aucune profondeur, c'est pas un système qui peut durer longtemps. Donc tu fais une demi-saison et puis après c'est fini. Là, moi ça me fait penser à Guéret sur la façon de rentrer dans à la fois offensif mais en étant réaliste sur comment on fait et puis surtout le relationnel avec les joueurs. On a l'impression que les joueurs ils ont plaisir à se retrouver et ils sont redevenus potes. Ça c'est important. Paul. C'est Ton prénom c'est Jean-Paul, mais moi je t'ai toujours appelé Paul. Dans le football, on m'a toujours appelé Paul. Paul. C'est difficile de parler après 2 avocats parce qu'ils ont presque tout dit. Non, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé au mois d'août, après le premier match et la défaite contre Reims, de se retrouver à 2 matchs de la trêve, deuxième avec 6 points d'avance sur le troisième. Bon. Maintenant, c'est vrai. 7, non 7 points, non 6 points sur Lille, je crois. 6 points. 7 sur Rennes. Ouais, Marc, faut revoir et les non, parce que je les vois déjà perdre, c'est pour ça. Ah, ça va là. Donc, c'est vrai que si on peut prendre 6 points dans ces 2 matchs qui viennent, terminer la trêve avec presque 40 points, ça serait... Surtout que tu joues Metz et Nîmes. Ouais, mais il faut un peu se méfier parce que le dernier petit qu'on a pris, enfin, pas Toulouse, mais Amiens, on n'a pas été là. Donc, mais je pense que, comme l'ont dit très justement Alain et Michel, Gérard. bien, Michel Blanc, c'est pas le bon. Gérard Blanc, c'est l'autre. Gérard Moi c'est le chanteur, Ouais. pas Voilà. l'acteur. Il n'a aucun lien de parenté ni avec Laurent Blanc, ni avec Michel Blanc. Non, avec- aucun. Tristement, je crois que j'ai un nom très commun en fait. Donc, comme l'ont dit très justement mes 2 confrères, donc qui ne sont pas confrères, mes 2 partenaires ce soir, c'est André Villas-Boas. Je crois que c'est le meilleur recrutement qu'on ait pu faire parce qu'il tire le maximum de ses joueurs. Il a une communication à l'inverse de Garcia, qui lui masquait toujours les défaites sur les arbitres, sur ci, sur là. C'était jamais Lui- sa faute. Non, lui il prend tout pour lui, hein, et puis il tire le maximum de ses joueurs. On voit comme à Mavi, comme on va parler tout à l'heure, Morgan Sanson, Rongier, où on a dit, tiens, on le prend en joker, on a manqué le mercato, et finalement c'est quelqu'un qui revient bien. Donc, on va attendre tranquillement la trêve et voir cette deuxième partie de championnat qui ne sera pas facile avec des déplacements à Lyon, à Lille, à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Montpellier. Tu recevras à Paris. On reçoit Paris, Nice et Monaco sur les soi-disant gros clubs, quoi. Messieurs, est-ce que finalement, dans les motifs de satisfaction de cette première partie de saison, on n'a pas un Mandanda qui revient bien alors qu'on l'annonçait mort clinique l'année dernière. On n'a pas une paire Rongier, Sanson en milieu de terrain qui est quand même pas mal. Et un Dimitri Payet qui, on a le sentiment que quand il va bien, l'équipe va bien. Allez, tu en penses quoi? Oui, je pense que ton analyse est tout à fait pertinente. Je crois beaucoup, moi, à la communication entre les hommes et je pense que peut-être cet entraîneur, à l'égard de ceux qui étaient en difficulté, Mandanda, chacun disait sa carrière est terminée. Ça prouve simplement que peut-être aiguillonné, conforté, remis en confiance, il a démontré qu'il avait des capacités de rebond qui étaient extrêmement importantes. Le souffle, là, il vient bien évidemment des joueurs, mais il vient aussi de celui qui, dans les vestiaires, a un dialogue singulier avec ses joueurs. Et je pense que cet entraîneur, ce dialogue, il a su le nouer et leur donner un petit peu le supplément d'âme qui leur manquait terriblement la saison dernière. Quand on voit les dissensions qui se déroulaient, on voit l'esprit qui a changé, on se dit, comme vous le disiez fort justement, tout ça, c'est encourageant.
reste quand même encore beaucoup de travail à faire, mais je dirais que le pli qui a été pris me semble être tout à fait intéressant. Alors, Gérard, tout à l'heure, tu as fait un parallèle avec Bielsa. C'est vrai qu'il y a parmi les nombreux points communs qu'on peut relater, il y a celui de ressusciter des joueurs. Je me rappelle que Bielsa a ressuscité un Gignac, un Morel, un Mendy. Il avait même dit à Mendy, tout le monde avait rigolé, tu seras un des meilleurs au monde à son poste. Et il a été, alors je ne sais pas si on peut dire visionnaire ou tout simplement parce qu'il connaît le football. Et bon, à des degrés moindres, on a un Villas-Boas qui nous a transformés à ma vie, puisqu'on va parler de ma vie. Tu en penses quoi? J'en pense que le mental, la confiance, surtout quand on parle de jouer en équipe, c'est essentiel. Le physique, il n'y a pas de doute. C'est des gens, c'est des professionnels de grande qualité. C'est des gens qui ont du ballon quand même. On n'est peut-être pas le plus grand club avec des recrutements ronflants tous les ans. On n'a pas le budget du PSG. Dieu merci, on a une âme. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était le tacle. C'est le premier, allez. Et derrière, je pense que si on arrive à instaurer un dialogue de confiance avec les gens, on en tire le maximum. Et la confiance, ça part de la vérité. La vérité de chacun. Dire à chacun, voilà, toi tu es là pour ça, toi tu es là pour ça. Et dans une équipe, quand chacun sait où il doit aller, que chacun y trouve sa place, que chacun y trouve son compte, on se retrouve avec le meilleur du potentiel de chacun. Il arrive à tirer le meilleur du potentiel de chacun. Paul, est-ce que c'est un sorcier finalement, AVB, André Villas-Boas? Disons que c'est quelqu'un qui n'a pas une grande carrière de footballeur pro, mais au niveau entraîneur, c'est quelqu'un qui a fait des grands clubs, qui a fait un quadruplé avec Porto, je crois, qui est passé par Chelsea, par Tottenham, Zenit Saint-Pétersbourg, qui arrive à l'OM. Moi, je peux parler surtout de l'entraînement parce que on a un petit de chez nous qui est Maxime Lopez qui est à l'OM. Ils font que des entraînements avec ballon. Que des entraînements avec ballon. Et pour un footballeur, moi j'ai toujours dit, les gars qui font du foncier, ils ne préparent pas Marseille-Cassis, ils préparent un match. Donc un footballeur, ce qu'il aime avoir, c'est le ballon, mais avec de l'intensité. Et je pense qu'André Villas-Boas, il met de l'intensité dans ses séances d'entraînement et ça se retrouve sur le terrain le dimanche. Donc, pas que c'est un sorcier, mais c'est quelqu'un qui apporte une plus-value, je pense, au niveau de l'équipe. Après, c'est vrai qu'il a une com particulière, on a vu avec Paris où carrément certains ont été choqués qui disent Paris, en gros. Mais après, on a le choix, on a ou la langue de bois, comme la faisait Garcia. Enfin, Garcia, je crois qu'on ne peut même plus appeler ça la langue de bois parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était toujours. Deschamps, c'est la culture de la gagne, c'était la culture des excuses, Garcia. C'était ou la VAR, ou les arbitres, ou le terrain, ou le ballon, ou le machin. Bon. Et il continue à lui en plus. C'est vrai que quand je vois. Voilà. Messieurs, est-ce que. On va parler du stade Vélodrome. Est-ce que pour vous, en tant que Marseillais, en dehors de vos fonctions, vous pensez que le stade, il doit appartenir à l'OM, même si aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, puisque l'OM est en gestion, ou vous pensez que non, ça fait partie des bijoux de famille? Profite puisque je mets ce débat sur la table à toutes les émissions. Alain, tu en penses quoi? Le stade, c'est l'emblème de la ville. Symboliquement, toutes les générations de Marseillais s'y sont retrouvées et continuent à s'y retrouver. Après, il faut avoir, je dirais, peut-être une réflexion à plus long terme sur le point de savoir ce que ça coûte aux contribuables marseillais. Alors apparemment, 15 millions d'euros par an. Donc peut-être que Gérard, tu as des chiffres. Oui, j'ai à peu près les mêmes chiffres. Il y a un contrat qui a été signé. 45. Oui, il y a un contrat qui a été signé. On a choisi d'avoir un bel équipement. C'était dans le cadre, on ne peut pas le regretter honnêtement. On a un très beau stade. C'est un équipement qui a été construit pour des compétitions internationales. On ne va pas se plaindre de ça. Après, est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il ne faut pas le vendre? Est-ce qu'il y a un acheteur déjà? Et il y a deux personnes qui peuvent être intéressées. Il y a l'Olympique de Marseille qui pourrait être intéressé, qui l'a été et qui aujourd'hui a obtenu ce qu'il voulait, à savoir une gestion exclusive qui lui permet d'avoir à peu près le même truc. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'OM va continuer à jouer au Vélodrome. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ils ont ce qu'ils veulent aujourd'hui. La métropole pourrait être une option pour une cession parce que finalement c'est
c'est un équipement qui a une vocation métropolitaine. Ça Alors, va au-delà, et même régional, voire national. La présidente actuelle, qui est Martine Vassal de la métropole, elle est contre la vente. Pour elle, ça fait partie des oui, donc voilà, on a répondu à la question. Si personne n'est en mesure de l'acheter, on ne va pas le vendre à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc on a répondu à la question. Maintenant, sur le plan financier, ça coûte aux contribuables. Il faut optimiser la gestion de cet équipement, dont on sait. Il y a des choses sur lesquelles on investit dans une ville. Peut-être que c'était, je ne sais pas, c'est peut-être une priorité. Ceux qui sont ou pour la pas. vente, Gérard, c'est surtout qu'ils disent, et j'en ai reçu ici sur ce plateau en tant qu'invité, qu'avec ce qu'on vendrait le stade, on pourrait faire des stades, des piscines, des hôpitaux, des machines. Je n'ai pas reçu d'offre, Après, est-ce donc que je ne peux pas te dire. ou pas Toi, en tant que Marseillais, tu en penses quoi? Alors, Parce que pour toi, ça fait partie de... Ou peut-être tu n'as pas d'avis, je ne sais pas. Non, pas d'avis franchement, spécialement. je n'ai pas d'avis particulier. Moi, Parce que pour toi, le Vélodrome, il restera toujours à l'Olympique de Marseille, qu'il appartienne à la ville, à la métropole, à l'OM ou à un autre. Il restera Et en toujours, tant que Marseillais, footeux et contribuable, un stade payé par les Marseillais qui appartient, vous me dites si je me trompe, à Arema et à Bouygues, quelque part, est-ce que ça te gêne ou pour toi, Non, mais c'est sûr que ça a coûté une blinde quand même. payé par les Marseillais qui appartiennent pas aux Marseillais, Voilà, c'est ça Et qui, les Marseillais, qui sont certes amateurs de football, mais pas tous amateurs de football, en pointant le fait, mon cher Omar, que dans cette ville, chacun le sait, le déficit en équipement public, en piscine, accessible à tous les gamins de cette ville qui auraient tant envie de pratiquer une activité sportive, c'est un peu la peau de chagrin. Donc il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et que sous prétexte, allez, on va dire un petit peu de démagogie, on oublie que la Chambre régionale des comptes, sous ton contrôle, semblait dire il n'y a pas très longtemps que le loyer qui était payé par le club n'était pas à la hauteur. Donc là, c'est un dossier qui doit être mis sur la table. Bien sûr que c'est une institution importante dans la ville, mais il n'y a pas que celle-là. Donc la question sera posée. Et moi qui suis ce club depuis très longtemps, je veux aussi que cette ville se dirige vers une égalité de traitement concernant l'accès de tous les gamins de cette ville qui adorent le foot, qui adorent la piscine, que tous puissent pratiquer. On sait très bien que côté formateur du sport, il reste, malgré notre époque, il reste très important. C'est pas à toi ni à vous que je veux le dire. Alors, allez, on va parler de toi. Là, c'est gentil. Ben oui, on va commencer par toi. C'est un sujet qui maîtrise. Voilà. Donc, tu es né à Marseille, d'une maman corse et d'un père normand. C'est un beau mélange, quand même. Ouais, sacré mélange. Le sud et le nord. Donc, tu as été scolarisé à Marseille, au lycée Sud et à Perrier. Fac de droit d'Aix-en-Provence, licence de droit, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Tu prêtes serment en fin 74. Je n'étais pas né. Ouais. Voilà. Et tu es passionné par la défense pénale, les tribunaux correctionnels, cours d'assises. Donc, tu as été avocat notamment des SOS Racistes, des équipes d'action contre le proxénétisme, adhérent de l'Observatoire international des prisons, adhérent d'associations de lutte contre les violences sexuelles infligées aux mineurs. Comme le dirait notre cher ami Alain Persia, tu es un grand humaniste. On salue Alain, big up Alain. Donc tu plaides en défense à partie civile. Donc tu as fait notamment l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras. On se rappelle, c'était quelque chose d'horrible. Tu as fait, et on va en parler, la partie civile suite au meurtre d'Ibrahim Ali, jeune Français d'origine comorienne, abattu par les couleurs d'affiches du Front National. Donc pas très loin d'ici, avenue des Égalades. Et on en parlait avant l'émission, dont les proches, et je pense notamment à la famille et à Soli, se battent depuis 1995 pour que cette putain d'avenue des Égalades porte le nom d'Ibrahim Ali. C'est toujours pas fait. Gaudin va finir son mandat. Alors je te pose la question, Alain, est-ce que Gaudin, en fait, c'est quoi? Il ne voulait pas vexer les gens du Front National? C'est quoi le problème, en fait? Je pense qu'il ne faut pas oublier d'une part que Gaudin, à un moment donné, a dirigé le conseil régional avec le concours du Front National. Quand je vois cette plaque qui est là, les souvenirs reviennent à la surface. Moi, je n'ai pas oublié ce gamin, français d'origine comorienne, abattu d'une balle dans le dos par des colleurs d'affiches du Front National.
c'est resté gravé dans ma mémoire, un des plus beaux procès d'assises que j'ai vus. Absence incontestable de volonté politique, ici, d'honorer la mémoire de ce gamin qui n'avait rien demandé à personne. Qui avait 17 ans on sait que au moment des faits. le maire avait accepté, ce qui était justifié, de donner le nom de rue au gamin Nicolas Bourga, qui avait été tué dans des conditions tragiques. Pourquoi Ibrahim Ali non. Malgré les demandes qui ont été faites, réitérées. J'ai même, il n'y a pas très longtemps, publié dans le journal La Provence, dans la rubrique du dimanche Libre Opinion, une supplique au maire. Avant de partir, monsieur le maire, vous qui excipez toujours de votre volonté humaniste, de votre foi chrétienne, faites un geste. Faites un geste. Ce Surtout geste. qu'Alain, administrativement, tu le rajoutes en bas, comme ils ont fait pour Oui, le fondateur de la CMA-CGM, tu mets en dessous. Gérard, ce geste n'a jamais été fait. Moi, c'est- Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Renaud Muselier, lui, avait pris l'initiative. Samia Ghali a demandé, je ne sais combien de fois au conseil municipal, que cette rue soit baptisée Ibrahim Ali. oui, il y a des élus, il y a Henri Gibrael aussi qui s'est battu. Tous. jusqu'à Henri, maintenant. que tu as reçu il n'y a pas très longtemps Bien sûr. aussi, le disait. Donc je pense que absence de volonté politique, ou alors peut-être que la mort d'un jeune Français d'origine comorienne dans les quartiers nord, abandonné par la ville depuis aussi longtemps, n'a pas beaucoup d'importance pour le maire de Marseille. Alors, comme Gérard, en tant que citoyen, en tant que Marseillais, en tant qu'habitant des quartiers nord, puisque j'habite le 14e, 13e. et 13e, Saint-Gérard. pardon, mais Ouais, c'est pas loin. 13-14, on Pareil. va dire. Voilà. Même combat, Et comme tu 15e, es 16e. coordinateur de la République en marche, j'avais reçu Jean-Philippe Agresti ici, Ouais. qui avait été catégorique, qui a dit il faut que Bien tu sûr. sois venu. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Bah écoute, moi je crois que c'est dans les faits que ça se manifeste. Nous, on y va tous les ans à cette commémoration. C'est inacceptable aujourd'hui qu'à une centaine de mètres, ou allez, à 500 mètres, on ait une mairie qui soit occupée par quelqu'un qui représente le parti responsable de l'assassinat. Quand on tire une balle dans le dos de quelqu'un, c'est un assassinat d'un gamin de Marseille. Et effectivement, derrière, quand on ne reconnaît pas ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique ou qu'il y a une volonté politique de dire il y a certains citoyens qui valent la peine et d'autres moins. Pas suffisamment en tout cas pour pendant des années, 95, quasiment le début du mandat de Gaudin, on est à la fin, 25 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Février 95, donc c'était 3 mois avant, Oui, tout à avant fait. que Gaudin Absolument. commence son mandat. Au niveau de la République en marche Marseille, je confirme que vous êtes pour. Ah oui, mais sans- c'est une certitude. La meilleure preuve, c'est qu'on y va régulièrement et franchement, c'est clairement les valeurs de progressisme. Alors c'est vrai que le mot est un petit peu galvaudé, on ne sait jamais trop comment le définir, mais dans le progressisme, il y a ça. Il y a le fait de dire, quelles que soient vos origines, et j'en suis une des démonstrations, vous méritez les mêmes droits. C'est quelque chose qui est très ancré à la fois. Moi, je ne me suis pas engagé dans ce mouvement pour rien. En tant qu'avocat, c'est quelque chose auquel on croit. La loi, l'application de la loi et l'application à tous, partout, de la même façon, de la loi. Donc, Quand on est message assassiné, on mérite Et puis, un hommage. Comme l'a dit Alain, c'est un enfant de Marseille. Exactement. Oui. Voilà, Bien sûr. d'origine comorienne. ce qu'on On veut, est mais attaché, c'est un mon enfant de cher Marseille. Omar. Et c'est un être humain, voilà. On est attaché Voilà. à quoi? Au symbole. Bien sûr. C'est important les symboles dans une sûr. société. Hein. On le sait que ces quartiers sont des quartiers en souffrance, en déshérence. Pourquoi ne pas rendre hommage à ce gamin qui est mort pour rien? Je rappelle qu'il sortait d'une répétition de rap. Il courait prendre le bus, Alain, et ils se sont fait assassiner. Avant la pause, Paul, je rappelle de cette triste ouais. histoire. Non, mais comme l'ont dit les deux avocats, 25 ans, rien qui a été fait. Donc c'est incroyable quand même. L'époque où on vit maintenant, de ne pas avoir une rue avec des associations, des personnes qui se battent, des avocats derrière, et il n'y a personne Non, qui c'est le les maire. écoute ou quoi. Le maire a toujours dit non. Non, mais c'est un peu Il y a révélateur. alors oui, il y a un rond-point en bas, je crois, de la Savine. Oui. Mais bon, un rond-point pour une histoire comme ça, quoi. Le Nicolas Bourja qui s'est fait assassiner en 96, donc un an plus tard, à une portion de rue là où il a été assassiné. Je suis passé aurait- ce matin aurait formé- vers Enfin, la rue Tu sais, Consola. tu sais, Omar, c'est révélateur ce que tu dis. Il y a un rond-point chez lui, loin, pas à l'endroit où ça s'est passé. C'est ça le symbole, c'est de dire, bon, ok, à la Savine,
Là où on parque les gens, tu C'est vois. bien que ce soit toi qui Là où le on dises, parque les gens. Au moins, ça fait pas, Mais on va dire. Omar, mais c'est avant ça, qu'on le- fasse la pause, Ouais. ça n'a rien à voir avec Ibrahim Ali, mais regarde aujourd'hui ce que dit la presse sur l'inauguration de la station de métro Gèze, ouais. qui sera Gèze. baptisée Gèze Au lieu de Capitaine Capitaine Gèze. Ouais, on va. Ça, c'est un peu révélateur de l'état d'esprit de cette municipalité. Philippe Pujol, que tu recevais il n'y a pas très longtemps, disait en Saint-Jean, un peu le maire, oh, peu cher, c'est compliqué. Ça a toujours été comme ça. C'est à l'image C'est un de- mode de à fonctionnement. l'image de Marseille. Mais on va en parler de Capitaine Gèze. Je crois que je l'avais mis dans mon sommaire. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie passionnante de Parlons Ballon. Deuxième partie de Parlons Ballon. Et oui, dans Parlons Ballon, on ne parle pas que de ballon. On parle de ballon, évidemment. Comme le ballon, ça rassemble, ben, on parle de tout. Et là, j'ai 3 personnalités marseillaises que je suis heureux de recevoir parce que c'est 3 amis. Et oui, je reçois aussi des amis. C'est pas du piston, c'est pas du clientélisme, c'est que j'ai plaisir à parler avec eux. Et oui. Bon, on va revenir sur toi, Alain. Donc on a parlé de cette triste histoire de Ibrahim Ali. Tu as été l'avocat de Tommy Reco, meurtrier de 6 personnes à Béziers et Carqueiranne. Tu as été avocat des policiers d'une célèbre affaire et triste affaire, l'affaire Christian Ranucci. Voilà. Et comme tout Marseillais qui se respecte, eh bien, tu as joué au football. Tu as baigné dans la culture du football et de l'OM. Tu as même eu envie à un moment d'être journaliste. Oui, tout à fait. Journaliste sportif. Et tu as joué donc à l'OM et à Gardanne. Et oui, Eh ouais, on a une ancienne olympienne. dans ma jeunesse. Donc tu suis l'évolution de l'OM et du football. Donc pour te suivre sur les réseaux sociaux, toi tu es très attaché à l'éthique, à la morale dans le sport. Et j'ai envie de te dire, c'est complètement en lien avec Bien sûr. ton Gérard, métier. tout à l'heure, disait fort justement que quand on choisit la profession d'avocat, on est animé par quoi? Par la passion de l'humain, forcément. Par le goût de défendre, par le fait que chacun soit traité équitablement et de la même façon, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et l'éthique dans le sport, c'est quelque chose de fondamental. T'imagines si les présidents comme Jean-Michel Aulas devaient prêter serment au football? C'est rigolo quand même. Tu sais qu'il y a des parjures est puni, hein, aux États-Unis notamment, mentir, ça peut valoir à celui qui en est coupable de sérieux ennuis. Non, moi ce qui me plaît dans le football, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est la flamme, la passion, l'envie de... C'est magnifique ça. Arriver à ce que des gens soient tous regroupés autour d'une équipe, ces joueurs qui se donnent à fond, sont des grands professionnels. Après, c'est la flamme, hein, c'est la passion. Moi, qu'est-ce qui m'inspire encore dans le métier que j'exerce? Même chose, passion, passion, passion. Par contre, quand ça déborde, j'ai vu que tu es pas content. Hein? Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est important que ce symbole qui est fondamental dans cette ville continue à vivre, à exister. Je suis souvent très critique parce que je trouve que quelquefois ce sport ne véhicule plus des valeurs nobles, que l'argent a tout perverti quelquefois. Hélas. Et Gérard le donnait, il y avait un exemple qui était frappant, hein. PSG, des millions et des millions, des centaines de millions d'euros. Mais, Pour mais est-ce qu'à gagner Marseille, quoi? mais Alain, est-ce qu'à Marseille, on n'est pas un peu hypocrite aussi? Parce qu'on n'aurait pas aimé que les Qataris viennent chez nous. Ouh, je sais On dit pas, le Qatar, je mais- sais pas. Le Paul, ils sont- Le résultat final pour gagner quoi, Omar? Des coupes de la Ligue et des coupes de France. Bon, on est d'accord. Donc ça prouve qu'il faut un supplément et que l'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et quand on ne voit le prisme du football que sous cette vision-là, ben, c'est un tort. Notre ami là, Paul. du FC Burel, 1948. Burel FC. Burel FC. Burel FC. FC Barcelone, Burel FC. Voilà. 1948. Ils y tiennent. Il a dû en voir passer des gamins. Il a dû en voir passer des gens. Oh, ben, il va nous parler tout à l'heure Voilà. d'un actuel Olympien qui a été formé chez Alors eux. battons-nous, Omar, simplement pour que les valeurs nobles du football et du sport en général perdurent et qu'elles ne soient pas balayées par l'argent. L'argent et les ambitions des parents. Et oui, je le dis souvent, les parents, la priorité, c'est que votre enfant travaille bien à l'école. Ouais. C'est pas qui demain vous paye votre Ferrari dans vos rêves ou votre villa à Marbella. Ou... Et oui, Paul, il va le dire. Alors, Alain, comme tout bon Marseillais, tu as vibré le 26 mai 93. Bien sûr. Big up à Bédi Pelé, tu es un mec très gentil, je t'ai vu au stade. Et Basile Boli,
pas été sympa hein, pour la photo. Mais bon, Basile, on ne t'oublie pas quand même. Donc tu as vibré le 26 mai 93. Messieurs, vous étiez où le 26 mai 93? Munich. J'étais gamin, moi j'étais devant ma télé, j'ai pas pu y aller, mais bon, j'ai vibré pareil. En tout cas, après, Omar, Noir, on blanc. était- Deuxième carton rouge. après, dans la rue, comme beaucoup de Marseillais. Ouais. Ouais. Mais bon, je t'excuse, moi j'avais 15 ans, j'étais à la Sauvagère, j'avais pas l'âge d'aller en ville. Ah. Parce que ma mère ne voulait pas, c'est normal, j'avais C'est 15 ça. ans, j'avais rien à faire en ville à cette époque. Voilà, donc je te rends régulièrement au stade, puis absorbé par tes obligations, tu as un peu déserté le stade. C'est ce que tu dis. Donc tu continues à suivre l'actualité du foot, l'OM, et tu regrettes, alors tu es un Marseillais qui aime sa ville, mais tu regrettes que notre ville se résume à une image un peu caricaturale. Alors je te cite, reflétée par le prix des déformants de sport, d'un sport qui ne véhicule plus toujours des valeurs nobles, donc c'est ce que tu disais. Voilà, tu es amoureux du sport, du football et de l'OM, mais des fois tu es un amoureux déçu. Un amoureux déçu, mais un amoureux qui veut rester amoureux et qui surtout veut être lucide. Hein. Si j'ai un petit peu, tu le sais bien, repris un peu goût au football, c'est un peu en te fréquentant, parce que tu en parles avec beaucoup d'intelligence, de Merci lucidité, d'humanité, et tu essayes de faire progresser au-delà de l'Olympique de Marseille la cause du sport en général. Et quelquefois, moi, quand je vois des insultes racistes, quand je vois des caillassages de bus, je me dis, est-ce que c'est ça le sport? Je réponds négativement. Le sport, c'est un dépassement. C'est, je dirais, le collectif, l'altruisme, le partenaire qui vous sert, la volonté de servir un collectif. Quelquefois, je me dis, oula, ça prend une tournure qui ne me plaît pas, ce qui ne m'empêche pas d'admirer le beau football, les beaux gestes, quel que soit celui qui porte le maillot, mais évidemment, comme tout Marseillais, avec une prédilection particulière pour le club de cœur. Ah ben oui, forcément. Ouais. Alors, tu bouges pas Alain, on va parler de Jean-Paul. Et oui, parce que le Burel, ça ne vous a pas échappé, a formé Maxime Lopez. Mais n'a pas formé que Maxime Lopez. Il a formé des centaines, je pèse mes mots, de joueurs qui n'ont pas été professionnels, mais qui ont porté les couleurs du Burel et qui étaient de formidables joueurs. Et je pense à Turbo, un joueur que j'ai eu le plaisir de coacher et d'envoyer au Burel. Je pense à Ryan Germoun, je pense à... Il y en a eu tellement. Et il y en a eu qui ont été pros. Nicolas Marin, Ebondo, le pauvre Mézag. Ouais. Hein, qui Les nous a deux, quittés. les deux frères. Les deux frères. Teddy et Voilà. Valérie. Donc Paul, Steve et Lana. et Lana, vas-y, tu peux, hein, il y en a Je tellement. peux. Ouais, vas-y. Allez. Robin Martial, qui a joué à l'OM aussi. Rodrigue Boisfer, qui est parti de chez nous à Monaco après au Genoa. Il était génération 81. Sébastien Chabot, qui a joué à Cannes, après à Nancy et à Charleroi. Coco Banel. Coco Banel. Coco Banel, c'était un petit du Burel, lui, puisqu'il est né dans la cité des Chutes de la Vie. Et j'embrasse Martine, Kossa, sa maman. Martine, ma pote. Ouais. Alors, le Burel a été fondé, Paul, en 1948 par Oui. une poignée d'amis pleins d'enthousiasme, passionnés de foot et empreints d'une volonté extraordinaire d'entreprendre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs de Marseille, de la région. Je le dis Un parce que jeune, je sais que, un jeune. je sais que tu as la modestie qui fera que tu ne diras pas. Alors, le siège était situé dans l'arrière-salle d'un bar au boulevard Burel de 48 à 69. En 69, l'OPAC, qui s'appelle aujourd'hui Habitat Habitat 13, 13. ben ouais, nous donne l'autorisation de construire notre siège au sein du groupe HLM, public du Burel. Moi, je me rappelle, c'était en bas, là, Dans le groupe. à côté du petit Dans le stade. groupe Burel. Alors, il y a quelque chose que je kiffe, que vous avez fait de magnifique, parmi les belles choses que vous avez fait. Qui se ferait plus maintenant. Non, mais c'est quand on prend la passerelle de Plombière, on voit Le ce stade. petit Le stade. stade. Non, je croyais du club que tu Non, mais le club aussi. Mais alors ça, moi, c'est toujours qui m'a toujours fait kiffer. Et on l'a vu dans des clips et tout. Il y a marqué vous êtes, Ce que nous sommes, nous serons. serons ce que vous êtes. C'est beau. C'est beau. Et c'est en référence à tous ceux qui ont Ouais, puis il y fait. a des photos des Marseillais, quoi. Jib, Zidane, Marcel, qu'on a reçu ici à Parlement. Cantona, Tigana. Ouais. C'est beau. Voilà, ça, c'est le message qui. Alors, ça, franchement, je kiffe. J'ai Ah toujours ouais. plaisir. Ça fait longtemps qu'il y est, hein, presque. Mais j'ai toujours plaisir quand je passe à Plombières. Toujours, je regarde. Toujours, je regarde. Alors,
Le Burel, donc premier titre en 1952, avec les cadets. À l'époque, ça s'appelait les cadets. 1953, les Minimes sont champions. Premier grand titre en 81 avec la Coupe Rousset. Coupe Ponce en 85, 91, Coupe Crémieux, 92. Vos 15 ans accèdent en national, c'est exceptionnel, surtout pour un terrain en terre. Quoi. Je veux dire, à l'époque, c'était le stabilisé. C'est l'époque Aubanel. Ouais. Alors, voilà, le Burel, c'est un petit FC Barcelone en fait. Hein. À partir de cette date, le Burel gagnera au moins un trophée chaque année, avec la première Coupe Garot en 98. En 99, les 17 ans Ligue accèdent en national. Le plus grand exploit est lors de la saison 2004-2005, avec un doublé historique champion en poussin, Benjamin, minime et vainqueur des coupes correspondantes. Donc, les jeunes qui nous écoutent, et oui, à l'époque, ça ne s'appelait pas U13, U9, U11. Ça avait des noms qui ressemblaient à quelque chose. Aujourd'hui, on dirait des formules de chimie, quoi, ou des codes Wi-Fi, U13, U15. Messieurs de la fédération, je sais que vous ne regardez pas mon ballon, arrêtez d'inventer, on ne s'y retrouve plus. Et c'est un triplé qui n'a jamais été réalisé. Là, bravo. Donc, en 2008, avec un certain Maxime Lopez, et en 2018, vous avez été champion régional U13, et ils ont représenté la Ligue à la finale nationale de Cap-Breton. Alors, Paul, c'est quoi cette connerie de départager des équipes aux jaunes? Ça existe encore? Ouais. Non, mais on peut en parler 30 secondes de ça ou quoi? Les inepties du football amateur. Il y en a beaucoup parce que maintenant, c'est même plus les jungles, c'est le quiz. Ah ben bravo. Qui départage les équipes. Nous, on a perdu 2 coupes à les jeunes, qu'on a gagné sur le terrain, mais qu'on a perdu au quiz. Alors, j'imagine la scène, 2 gamins qui parlent. Voilà. Tu as fait quoi? Ben, on a perdu. Ah, tu as perdu au penalty? Non, j'ai perdu au quiz. Ouais. Non, mais il y a des gamins qui croient avoir gagné. Et qu'on leur dit non, mais finalement, tu n'as pas gagné parce que tu as gagné sur le terrain, mais ça fait 90 points. Et le quiz, ça fait 50 points. Donc, ma foi. Bon, moi, je me bats un peu pour ça d'ailleurs. Hein, Alors, en 2014, le nouveau siège plus spacieux est situé sur le stade Égiste Morini. J'ai eu le plaisir d'être là parce que je suis un grand ami du Burel. Et d'ailleurs, invité à nos j'ai toujours été manifestations. Et j'étais très content d'être là. Et d'ailleurs, le seul fanion marseillais qu'il y avait, je ne sais pas si encore aujourd'hui, c'est celui de l'AS Vivo Sauvagère. Il y est toujours. You'll never walk alone. Ah, exact. Donc, le 25 février 2017, vous êtes à jamais les premiers à signer le partenariat avec l'OM. Ouais. Alors, beaucoup critiquent ce partenariat. Il y a même des clubs qui critiquent et aujourd'hui qui sont partenaires. Non, mais je vise personne, en fait. Des clubs qui disaient qu'on ne les achèterait pas avec 3 coupelles et 3 valeurs, aujourd'hui ils sont partenaires. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, si on a signé ce partenariat, c'est qui nous convenait. Ceux que ça ne leur convient pas, ils ne signent pas, mais ils n'ont pas à cracher dans la soupe. Hein. Nous, l'OM est venu nous solliciter, comme il venait nous solliciter chaque année, comme il nous prenait des gamins chaque année. Et là, je pense qu'il y a une volonté, avec peut-être on va en parler, le nouveau directeur du centre de formation, Nasser Larguet aussi, qui est un gars extraordinaire. Moi, je le connaissais dans les années 95, il était à la SCAN. Il était déjà en contact avec nous, il avait pris 2 petits de chez nous pour la SCAN. Et je savais que c'était un gars qui était très compétent. Et là, je pense que si on lui laisse faire du bon travail, l'Olympique de Marseille est dans de bonnes mains au niveau du centre de formation. Voilà. Pour en revenir au partenariat, donc, ce qu'ils nous ont proposé, on l'a accepté, on a aménagé certaines clauses ou quoi, et on l'a signé. Après, bon, moi, ceux qui ne veulent pas signer, c'est leur problème, c'est pas le nôtre, mais qui nous critiquent. En général, ceux qui critiquent, c'est les clubs qui ne sont pas partenaires. Ouais. Bon, j'ai remarqué. Hein. Non, mais voilà. Ou qui comptent avoir 200 ou 300 000 euros ou quoi. Oui. C'est pas... Enfin, nous, c'était pas le but. Hein. C'était pas le but. Alors, j'ai appris apparemment qu'il y allait avoir des nouveaux clubs qui allaient être partenaires. J'ai entendu ça. J'ai entendu le ROV. Donc, ce qui est logique, c'est un très bon club, le ROV, très bon club formateur. Donc, apparemment, la famille OM Next Gen va s'agrandir. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Puisque j'ai repris les rênes de l'AS Vivo Sauvagère. Donc, moi, amener gratuitement 50, 100 gamins au stade, je trouve ça génial. Ce que disait Alain tout à l'heure, hein, ça permet d'amener des gamins au stade. La différence, je fais la transition entre Rudy Garcia et Villas-Boas, c'est que Rudy Garcia, pendant les 3 ans, il n'a jamais voulu faire une séance au club amateur, au coach des clubs amateurs. Villas-Boas, même pas 6 mois, il a fait, hein, tu confirmes. Ouais. Voilà, Villas-Boas, AVB, bravo.
Nous, hier, mercredi soir, il y avait Franck Borelli, Stéphane François, qui s'occupe des 17 nationaux de l'OM et qui a joué au Burel jusqu'à les seniors aussi, qui sont venus faire une séance d'entraînement au U13. Et donc, Alors on félicite toute l'équipe d'OM Next Gen. Ouais. Donc Brahim, Léo, Franck Borelli, qui est le frère du pauvre Luc Borelli, qui était gardien professionnel. Ils font un travail remarquable. Il y a eu un plateau U9. Là, j'y étais à l'OM Campus. Dans l'OM Campus, c'est l'ancien stade Paul Le Cesne, qui sert de base maintenant, que l'OM a acheté, qui appartient à l'Olympique de Marseille. Et moi, je trouve ça formidable quand, par exemple, pour un OM PSG ou même un OM Guingamp, tu as des gamins qui rentrent, qui donnent la main aux joueurs. Voilà. Alors, on dit ce qu'on veut, mais ça, personne ne l'a fait. Avant, personne ne l'a fait. et leur tournoi U10 qu'il faut au stade Vélodrome Le tournoi aussi. U10, qui est gratuit. Ouais. Voilà. Et puis après, les gamins ils vivent des choses qu'ils ne pourraient pas vivre. Exactement. Voilà. Donc le tournoi au stade Vélodrome, je veux dire, je souhaite à tous les gamins de le faire. Donc je pense qu'il n'y en a aucun de nous quatre qui l'a fait tant jeune. Donc voilà. Non, moi je trouve que c'est très bien le partenariat et voilà. Et franchement, c'est pourvu que ça dure. Alors, toi, tu as fait 2 finales de Coupe Francis Pons en 73-74, 2 challenges du fair play en 82-84. Et tu as la chance, pendant ces années-là, d'avoir côtoyé des personnes formidables, tu dis. Ouais. Donc moi, j'ai connu qu'un club, j'ai signé au Burel en 66, puis pire, puisque ça n'existait pas, Poussin et tout à l'époque, donc j'allais avoir 10 ans, puisque je suis de fin d'année. Et j'ai joué jusqu'à 40 ans en première après. Et après, je jouais en vétéran jusqu'à 54-55 ans. Maintenant, je fais du foot en marchant. Le walking foot. Et ça existe. Eh oui. Alors, Paul, il y a un truc que tu as dit une fois dans la province. Ouais. Il faisait un article sur Turbo. Alors, Turbo, c'est Stéphane Hassan, c'est un ancien de mes joueurs. C'était comme mon fils, ça l'est toujours. Et on est en 2006, Zidane arrête sa carrière. Donc, il faut trouver le nouveau Zidane. Et à cette époque-là, Stéphane fait beaucoup de bruit, Turbo. Les médias, tu t'en souviens, faisaient des gros sujets. Il a fait le 20h de TF1, de France 2. Bon, malheureusement, il n'a pas été professionnel. Il a signé à Montpellier. Et oui, il s'est fait carrer à Montpellier. Ceux qui croient qu'il n'y a qu'à l'OM qu'on carre les joueurs. À Montpellier, ils l'ont carré. Merci M. Domergue et merci M. Lefebvre, Fabien Lefebvre, de l'avoir carré. Bon, bref. Et à l'époque, donc, il t'interroge et tu dis, oh, ça m'avait marqué, on est en 2006, tu dis, le jour où il y aura le nouveau Zidane, je serai 6 pieds sous terre. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais. Ça, je me rappelle. C'est vrai. Je me rappelle. Parce que moi, quand tu dis ça, j'espérais, mais pourquoi il dit ça? Le nouveau Zidane, ça va être Turbo. Et, voilà. Et tu le penses toujours? Peut-être je ne serais pas 6 pieds sous terre, mais des joueurs, des garçons de cette qualité, de cette gentillesse, parce qu'il n'y a pas que le côté footballistique avec Yazid, parce que c'est Yazid, c'est pas Zizou, à Castilla. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On en voit tous les 40 ans. Alors peut-être que... Remarque, on est en 2019, depuis 2006, oui. il n'y a pas eu... Touche du bois. Il n'y a pas eu de nouveau Zidane. Non, ce que je disais tout à l'heure, pour revenir au club qu'on ne voit plus maintenant, c'est qu'en 69, quand l'OPAC a donné disons, pour construire le siège, c'est les dirigeants et les joueurs de l'époque, sur leur congé et leur week-end, qui ont construit le siège. C'est ça le véritable esprit du football. Donc, Alain, c'est beau quelqu'un comme Paul qui est fidèle à son club. Je crois que la fidélité, là, c'est une notion fondamentale. Et puis moi, ce qui me plaît, ce que j'adore, c'est que notre ami, il a vu défiler plusieurs générations. Hein, il avait raison de dire que des Zidane, bon, c'est exceptionnel. Il faut dire à tous ces gamins, en fait, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Surtout aux parents, il faut le dire. Et aux parents. Et aux parents. Mais le problème, et Omar, tu disais, travaillez d'abord à l'école. Ben oui. Si vous prenez du plaisir en jouant au football, c'est parfait. Mais soyez un petit peu réaliste, parce que Tu sais, le problème, Alain, c'est que, et je parle sous le contrôle de Paul et même de Jean, c'est que quand tu dis à un parent qu'il y en a 1 sur 1 million qui réussit, il croit toujours que son fils, c'est le 1 sur 1 million. Ouais. C'est ça le problème. Gérard, tu en penses quoi?
Il faut avoir la foi dans la vie, mais effectivement, il faut aussi faire un petit peu de calcul statistique et se dire que assurer ses arrières, c'est important. Et assurer ses arrières dans la vie, l'éducation, c'est essentiel. L'éducation, c'est ce qui permet de s'élever. Moi, je suis un gamin de Saint-Jérôme. Si ma mère n'avait pas fait les études qu'elle a fait, si elle n'avait pas poussé mon frère comme moi à faire des études, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, elle a bien fait de me pousser à faire des études plus que du sport, hein, parce que le résultat est là, quoi. Je pense que dans le sport, je n'aurais pas réussi. Et dans les études, aujourd'hui, j'ai une vie dont je suis heureux. Alors, il y a un nouveau phénomène dans le football. On va peut-être nous traiter de je ne suis pas misogyne, mais les mamans, Paul. Les mamans, on ne les entendait pas. Et maintenant, on entend qu'elles sur les stades. Mais elles viennent même contester auprès des éducateurs et tout. C'est impressionnant. Presque le chronomètre à la main. Mon fils, il a joué 10 minutes 30, l'autre, il a joué 11 minutes 15. C'est... Alors qu'avant, elles venaient sans être macho. Avant, elles venaient, elles amenaient le goûter, on ne les entendait pas. Exactement. Elles ont le droit de parler, les femmes, vous avez le droit, et moi, je suis pour le foot féminin. Mais bon, là, c'est pareil, quoi. Le gamin, il n'est pas là pour payer les loups goûter demain. C'est raisonnable. Alors, Gérard, on va parler de toi. Avec plaisir. Blanc, c'est un nom de footeux. Oui, mais pas le mien. Bon. Donc toi, tu es avocat en droit des affaires. Ouais. Tu es né, tu as grandi à Saint-Jérôme, où tu habites encore. Ouais. Donc je l'ai dit tout à l'heure, tu supportes l'OM, tu es abonné en Ghané, tu as fait des études de droit à Aix. Et aussi... À Glasgow, en Écosse. Ouais. Est-ce que tu t'es abonné au Glasgow Rangers? Celtic. Non, surtout pas au Glasgow Rangers. Est-ce que tu as vu le 2-2 d'Ibrox Park Stadium? J'ai vu plein de matchs, à la fois à Ibrox et puis surtout à Paradise, qui est le Celtic Park, que les supporters du Celtic appellent Paradise, le paradis. Est-ce que tu as porté un kilt? Oui, plusieurs fois, régulièrement. J'ai le droit de le porter puisque je suis diplômé de l'université de Glasgow, donc je porte celui. Il est content, le Celtic, ils ont battu le Rangers. Exactement, en finale de la Coupe, il y a une semaine de ça. Qui c'est qui met le truc à la fin? L'ancien Toulousain. Ouais, c'est Julien. Julien, exactement. Donc tu as joué en Coupe d'Écosse. Ouais, parce que j'étais. Dans le tour très très préliminaire à l'équipe universitaire. Ouais. Et tu m'as dit depuis je brise des chevilles. C'est ça. Donc, je me suis vite aperçu que mon talent était plutôt dans le stoppage de l'élan des joueurs adverses que dans ma maîtrise du ballon. Donc j'étais en équipe universitaire parce que quand je suis arrivé à l'université de Glasgow, on m'a dit faut faire du sport. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Et on nous obligeait à faire du sport. J'avoue que j'étais pas forcément le plus sportif et pas forcément tourné vers le foot, au départ, en tout cas sur le terrain. Je me suis retrouvé inscrit là et du coup, avec l'équipe universitaire, on a fait les millièmes de finale de Coupe d'Écosse parce qu'ils prennent, c'est un championnat où il y a plein d'équipes qui sont semi-professionnelles et donc les équipes universitaires jouent. Et donc j'ai joué contre des grosses équipes écossaises, c'est-à-dire du national ici. Et voilà, donc c'est une carrière quand même assez rapide en matière de football. Et je la regrette pas. Alors, donc tu supportes aussi le Celtic de Glasgow depuis qu'il y avait un certain Bobo Baldé qui est marseillais. Il est marseillais et puis surtout il est d'à côté de chez moi, il était des Lauriers. Donc Bobo Baldé, moi j'arrive à Glasgow pour faire mes études en 2001, 2002, 2003, 2004. Toutes ces années-là, je suis dans le coin à Glasgow et jouer en défense, une espèce de colosse qui n'avait pas fait grand-chose en France avant et qui, sous le maillot du Celtic, était indépassable parce que c'est Golgoth. C'est un Golgoth. Alors il y avait en défense à l'époque au Celtic Glasgow, devant c'était assez vif puisqu'il y avait quand même il y avait des joueurs assez dingues du type Henrik Larsson qui est une star là-bas, qui a fait quand même des piges à Manchester United, au Barça. Donc ça donne un petit peu le niveau à la fin de sa carrière et pourtant qui a été recruté dans ces clubs-là pour faire des matchs y compris de Champions League, mais derrière c'est le championnat écossais, donc c'était un peu tendance boucherie-charcuterie. Et Bobo, je pense que sans lui faire offense, c'est plus un joueur de physique, un stopper, et il était associé, il y avait il a joué l'ancien Celtic de Beaumont, non? Ouais. Il a continué, il a fait le Celtic de Glasgow. Je ne le connaissais pas personnellement, mais bon, il faisait partie des joueurs qu'on connaissait. Donc, tu as été directeur de campagne d'Alexandra Louis sur un coup de tête. Oui. Sur un coup de tête. Comme Zidane Materazzi ou... Pas un coup de tête comme Zidane Materazzi, mais finalement, oui, on a fini par mettre un coup de tête à Ravier, et ça, j'en suis ravi.
Alexandra me demande la veille pour le lendemain de venir l'aider à sa campagne. On est en 2017, le président Macron vient d'être élu. J'étais simple militant à La République En Marche, mais le 13-14 c'est chez moi, donc elle me dit est-ce que tu veux venir m'aider ? Je prends un train, j'étais à Paris ce jour-là, je descends, je prends un train et on se lance dans cette aventure-là. Donc sur un coup de tête, oui, parce que la décision s'est prise en 5 minutes, et puis finalement un coup de tête 52 à 48 pour Stéphane Ravier. Coup de tête qu'on sera ravis de lui remettre bientôt. Et vous avez été, donc elle a été Alexandra Louis, donc, qui devait être là aujourd'hui, qui est malade. Et malheureusement, voilà, au pied levé. Djibril Cissé, comme je dis, a remplacé. Non, Sidney Govou. Sidney Govou a remplacé Djibril Cissé. Djibril Cissé. Et donc, tu. On continue un engagement sur lequel on s'est lancé il y a maintenant 2017 sur ce territoire. Avec la volonté de changement. Il y a quelque chose de terrible dans ces quartiers-là, c'est qu'on est exclu de tout, exclu du jeu politique, au point de laisser ce territoire à Stéphane Ravier et donc au Rassemblement National, alors que clairement la population n'est pas orientée dans ce sens-là. Et pourquoi on vote comme ça ? Parce qu'il y a un désespoir de la politique qui est menée, parce que ça fait partie de ces quartiers où la politique municipale ne va pas, n'atteint pas ces quartiers-là. On n'a pas d'équipement, on n'a pas d'école, on n'a pas de stade. Alain en parlait très bien tout à l'heure. Il n'y a pas ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien dans leur ville et se sentent marseillais. Ibrahim Ali, c'est révélateur. C'est des symboles, mais tout ça, ça nécessite de s'engager. On parlait du foot tout à l'heure, la politique, le droit. Ce qui marque tout ça, en fait, c'est l'engagement. C'est la volonté de se dire, je me lève le matin, je sais quel est mon objectif, je sais quel est mon but, et dans un collectif, et c'est ce qu'on est avec Alexandra, et puis avec toute une équipe de gens, à La République En Marche en général, sur le 13-14 en particulier, une équipe de gens qui se disent, voilà notre objectif, on s'engage sur ça, on a un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne transige pas. Il n'y a pas de doute sur ce qu'on porte, sur ce qu'on veut faire. Et sur ça, on continue, on trace notre sillon avec des victoires, avec des défaites. Il y en aura sans doute. Parce que le temps va nous manquer, on arrive en fin d'émission. Messieurs, merci pour tout. Merci à vous. Merci, quand vous voulez, on s'est régalé. Le temps passe trop vite en parlant ballon. C'est vrai. Et oui, je remercie Rafik et Amine qui sont les hommes de l'ombre de Parlons Ballon. Merci messieurs. Extraordinaire. Si Parlons Ballon et Boubmédia existent, c'est grâce à eux. Je les remercie. Paul, bonne chance, bon coach sur le Burel. Merci. Voilà. Gérard, continue à mettre des fessiers à Stéphane Ravier. Oui, je le dis. Oui, continue à mettre. Il va être dans le secteur. Je te souhaite pourquoi pas d'être maire du 13-14. On verra ça, voilà. sera, on prend les paris aujourd'hui. On fêtera ça avec tout le monde ici. On trinquera. S'il devait y avoir ça, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on change les choses. Yvon Berlin. Dans le secteur. Tu as un Kylian Mbappé, là, il faut le prendre là, dans le 13-14. Voilà, c'est fait. Allez, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton humanisme. Merci de me regarder avec tes tacles sur Twitter et Facebook continue. C'est le top. L'engagement, au-delà des étiquettes politiques, c'est le plus important. Je le dis en forme de conclusion. Marseillais, 2020, mars, ça vous concerne. Restez pas dans votre fauteuil. Battez-vous et mobilisez-vous. Voilà, le mot de la fin, Daniel Hoth. Désolé pour le temps additionnel, on a dépassé le temps, mais bon, c'est la passion. On se retrouve très bientôt pour la dernière émission. Et oui, la semaine prochaine, c'est la dernière émission de Parlons Ballon sur Boubmédia de 2019.